Radio Papote sur Radio Saint-Féréol. Ça papote de quoi, Radio Papote? Radio Papote. Radio Papote. Radio Papote. Radio Papote, les 2e et 4e vendredis du mois sur Radio Saint-Fé, 94.2. Et bonsoir et bienvenue à toutes et à tous pour cette 9e émission de Radio Papote. On est le 27 mars 2026 déjà et on vient de passer les élections municipales partout en France. Donc les élections municipales sont passées partout en France avec des conséquences politiques dont on va vous parler et débattre ce soir. Radio Papote est diffusée tous les 2e et 4e vendredis du mois à 21h sur Radio Saint-Fé. On est sur le 94.2 FM dans la région de Crest, dans la Drôme. Et puis sur internet aussi en direct sur radiosaintfé.com. Vous pouvez aussi nous retrouver en podcast, sur toutes les plateformes de podcast maintenant. On a toutes les émissions, les 8 émissions précédentes et bientôt celle-là. On est sur toutes les plateformes, Deezer, Spotify, YouTube. N'hésitez pas à vous abonner pour écouter toutes les émissions passées et envoyez-nous aussi des messages, des questions sur Instagram, sur le compte Radio Papote, tout attaché, tout simplement. Et sur YouTube, vous pouvez aussi nous trouver sur Radio Papote aussi, tout attaché. Alors cette fois-ci, je voulais vous dire que j'avais du mal à en croire mes yeux quand j'ai reçu un gentil message sur Instagram d'un auditeur surnommé Plaisir Facile. Et il est parmi nous ce soir. Bonsoir Samuel. Et salut à tous, bonsoir à tous. Donc t'as demandé, t'as été volontaire et puis ce soir on t'accueille avec plaisir. On est super content d'avoir un regard extérieur sur l'émission. Bienvenue Samuel. Merci. On ne saura pas. Et voilà, Raphaël a déjà essayé de faire une blague, mais son micro n'était pas allumé. C'est de ça, ce soir. Et pour résumer, on va commencer cette émission sur le bilan des municipales. Donc sur les 362 communes de la Drôme, seule une douzaine n'avaient pas départagé les candidats au premier tour. Donc c'est vraiment le premier tour qui a fait beaucoup de communes. Parmi elles, celles qui ne sont pas départagées au premier tour, il y avait Oust-sur-Sille, Saillant et Die. En tout cas, ces municipales dessinent 3 lignes de force, la droite traditionnelle qui reste solide dans les grandes villes, on va en parler, sans que le RN ne perce vraiment en tête, on va en parler. Mais le RN s'installe aussi discrètement dans les conseils municipaux, comme à Valence où il était déjà. La gauche et les écolos, elles, marquent un point symbolique très fort à Crest. C'est la grande nouvelle, pour pas dire la révolution, avec la liste AVEC, ces dangereux ultra-gauchistes, écolo-moralisateurs qui ont pris d'assaut la ville avec leurs chars soviétiques datant de l'époque et leur réunion d'intelligence collective avec post-it démocratisant. Mais de tout ça, et des grandes villes de la Drôme, mais aussi de Montpellier aussi, on va parler pendant 1 heure. Installez-vous confortablement, prenez un verre de votre boisson chaude ou froide préférée. N'oubliez pas à vous abonner sur YouTube ou Instagram et nous donner de la force en parlant de l'émission à vos proches et à vos collègues.
Radio Papote, les 2e et 4e vendredis du mois sur Radio Sans Fait, 94.2. Raphaël, merci d'être avec nous encore ce soir, t'as le sourire. Salut. Tu viens d'un petit village entre Crest et Valence. On s'est rencontrés il y a quelques années durant la campagne Nouveau Front Populaire en porte-à-porte. Et depuis, comment ça va ? Tu vis bien le deuil des trahisons au sein de cet ancien cartel des gauches ? Oui, bon, écoute, moi je suis pas une grande fan du commentaire politique sur les divisions à gauche, donc je reconnais volontiers qu'il y a des raclures, mais je préfère parler des désaccords de fond sur le projet politique, et je pense que, enfin voilà, il y a plein de gens qui votent à gauche et qui comprennent pas grand-chose à tout ça, et c'est pas ça qui va leur donner plus envie de voter ou de militer. Donc voilà, c'est pas mon sujet. Tu as raison. Qu'as-tu apporté dans tes petites notes et tes pensées ce soir ? Eh ben, je vais vous parler des élections à Dieulefit, au sud de la Drôme. Et donc, Dieulefit, voilà, on n'est pas à Cré. La gauche a reçu une grosse claque électorale. Et à Montpellier, qui est une ville de gauche historique aussi, qui est restée à gauche. Mais c'est un laboratoire assez fou de la guerre entre les gauches. On a dit qu'on n'en parlait pas. De la guerre. Ouais, ben voilà, tu vois, je me fais rattraper par la mode des gauchistes. Et toi, Antoine, tu es avec nous ce soir, tu peux te présenter ? Écoute, Elias et toute la team, bonsoir à tous, ça va trop bien en vrai. J'ai fait mes courses le samedi dernier et au marché de Crest, il y avait comme une ambiance de... Attendez, je prends mon souffle. Marché de gauche, on a gagné les premiers tours, j'aimerais bien croiser Mariton pour voir sa tête. Et ce soir, parmi nous, nous avons Robert. Comment tu vas, Robert ? Ben moi ça va bien, tu vois, je viens d'un petit village de la Drôme où j'ai découvert un concept politique assez rare, finir 4e sur une liste où il y a eu 3 élus, une expérience assez spirituelle, je te le cache pas. T'es élu dans ton cœur mais pas dans le conseil municipal quoi. Ah, j'ai eu la même aux dernières, en 2020. C'est bon ça, je m'explique comment on le dit. On en parlera. De toute façon, si à 40... enfin bon, je vais pas le dire vos âges, mais si à 40 ans t'es pas élu sur une liste, c'est que t'as raté un peu ta vie quoi. Et toi, Elias, on ne te présente jamais, c'est toujours toi qui présente les autres. Tu es qui, en fait ? Moi, on m'a dit que tu aurais voté Ciotti si tu avais habité à Nice, peut-être. Info en alors non, si j'avais été niçois, j'aurais bu les larmes de somme de Christian Estrosi qui arrivait au premier tour à 12% de moins que Ciotti, son ancien pote. Entre guillemets, Estrosi, le dernier rempart républicain à l'extrême droite, mon cul. Mais je suis mort de rire, il a été doublé par l'infâme Ciotti, dont il a lancé la carrière politique et s'est mis à vouloir se faire passer pour quelqu'un de pas raciste à la dernière minute. Je parle de Christian Estrosi. Entre les deux tours, à coup de récupération politique, de l'Aïd, à droite, comme dans une certaine gauche colonialiste et raciste, les gens préféreront toujours l'original à la copie. Ok, donc c'était une intox. Radio Papote, les 2e et 4e vendredis du mois sur Radio Sans Fait, 94.2. Pour l'instant, il y a un vainqueur quand même assez clair. Si on regarde la classe politique avec un peu de hauteur, pour l'instant, c'est LFI. Hélas, parce que c'est vrai, quand on pense que c'est David Guiraud qui risque de devenir le prochain maire de Roubaix, c'est pas encore tout à fait fait, mais ça risque de l'être. C'est absolument affligeant du point de vue français quand on aime ce pays, c'est-à-dire un élu de la haine, du racisme, de l'antisémitisme. Si à Lille, il y a une alliance entre les Insoumis et les Verts au profit de la liste de la candidate insoumise, eh bien les Insoumis peuvent prétendre à la mairie de Lille dimanche soir, ce qui serait un cataclysme. Il y a un moment, il faut que la gauche arrête de se foutre du monde. Vous pouvez pas en permanence crier au retour des nazis, crier à tous unis contre l'extrême droite, etc., barrage, et soutenir un mec qui fait des jeux de mots sur des noms de famille juifs. Et qui soutient Raphaël Arnaud et la Jeune Garde. Enfin, je veux dire, c'est insensé. Je veux dire, l'antisémitisme aujourd'hui, il est à gauche et il est à la France insoumise. Enfin, il faut quand même redire de qui on parle. On parle là de candidats de la France insoumise qui sont issus d'un parti antisémite, un parti factieux et un parti qui collabore avec les islamistes. Ça fait quand même beaucoup. C'est même inédit depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Disons les choses très clairement. Un tel danger politique dans notre pays. Moi, je ne fais pas un front anti-gauche. Je fais un front anti-LFI. Parce que LFI est un danger public et est devenu, j'ose le dire, le danger public numéro 1 de la sphère politique en France aujourd'hui. Et voilà, vous savez qu'à Radio Papote, on adore faire de la critique média.
on en cale un petit peu de temps en temps. Là, c'était un extrait d'Arrêt sur Image. C'est un site qui existe depuis, 10 ans, 15 ans, qui fait de la critique média, qui fait des compilations comme ça d'extraits. Donc voilà dans quoi on a baigné dans la panique médiatique pendant ces élections municipales qui étaient complètement déconnectées des réalités, des propositions de terrain et des projets pour les communes. Donc dans les médias, on n'a pas du tout parlé de ça. C'était vraiment horrible à vivre. En tout cas, je change de sujet, je fais un rebond par rapport à ce qu'on vient d'écouter et je vais vous parler d'une enquête que Street Press et Mediapart a sorti pendant les élections. Je vais vous poser une question. Qui a dit, ouvrez les guillemets, dit et écrit même, il faut des cohortes de maires RN nauséabonds, que Street Press et Mediapart ne sachent plus où donner de la tête? Jésus, Marie-Joseph. Je ne sais pas. Et là voilà, ça on n'en a pas beaucoup parlé sur les chaînes qu'on vient d'écouter. Pascal Pro? Non, peut-être qu'il a une carrière là-dessus. Laurence Ferrari? Non. Pour remplacer Laurence Ferrari, va falloir bosser un peu quand même. Ah, mais il y a du niveau déjà quand même. Ouais, il y a du niveau. Mais il a pas assez bossé en tout cas parce que c'était Philippe Dosreis, tête de liste pour le Rassemblement National à Valence. Oh. Qui a écrit ces mots dans le cadre d'un échange SMS le 1er janvier avec son ancien directeur de campagne, parce qu'ils se sont frités comme des malades pendant la campagne. Ils ont été laminés dans les scores, en tout cas à Valence. Street Press et Mediapart et de nombreux autres médias ont comptabilisé pas moins de 235 entre guillemets brebis galeuses, même si j'aime pas ce terme, du parti Le Peniste engagé pour les élections municipales. Brebis galeuse, c'est un terme fourre-tout qu'on utilise dans les médias, mais en fait ça veut dire des néo-nazis, des homophobes, des gens appelant à la haine et à la violence très clairement. On en parlera plus tard de Valence et des autres communes sur lesquelles on va faire un zoom. Mais bon, maintenant on va se poser une autre question qui nous intéresse parce qu'on est obnubilé par ça. Bon alors, qu'a fait la gauche dans la région et ailleurs en France? Qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché en termes de stratégie, en termes d'union, de pas d'union, de programmes radicaux, plus ou moins radicaux? En tout cas, on sait au sortir de ces élections qu'on a une dizaine de grandes villes qui sont désormais dirigées majoritairement par des listes insoumises. C'est une première parce que la France insoumise s'était pas présentée vraiment à des élections avant cette année. Donc une dizaine de grandes villes, parmi lesquelles Roubaix, j'en passe, Saint-Denis, La Courneuve, etc. Vaux-en-Velin, Vénissieux, c'est pas rien. Donc après, il y a eu des européennes peu glorieuses pour un parti qui fait généralement ses meilleurs résultats après des européennes très peu glorieuses, pour un parti qui fait des bons résultats aux européennes. Il y a les écologistes qui ont aussi encore essuyé des défaites sur ces municipales après une vague verte aux municipales de 2020. Donc ils ont perdu entre guillemets Poitiers, Strasbourg, Bordeaux, Besançon, Annecy, tout en gardant de très grandes villes quand même comme Lyon, Rennes et Nantes. Et pour y revenir, le RN et ses alliés de l'UDI de Ciotti, qui a gagné Nice, gardent Perpignan et quelques autres villes, mais n'arrivent pas à conquérir Toulon, qui était vraiment l'affichage de Laure Lavalette, cette députée RN. Elle a perdu de peu face à une candidate RN. Radio Papote, les 2e et 4e vendredis du mois sur Radio Sans Fait, 94.2. Allez Robert, c'est ton tour, tu vas nous parler de quoi là maintenant? On va parler un peu plus local, Vallée de la Drôme, puisque finalement c'est pas trop loin de chez nous. C'est là qu'on est. Ouais, c'est la même. Moi je voulais vous parler de Saillant, Piégros, Mirabel, Oust. Vous voulez qu'on commence par quoi? Commence par Oust, je sens que c'est une commune qui va nous occuper ce soir. Ah ouais, non, en plus à Oust, il se passait quelque chose d'un peu particulier puisque jusqu'à présent, ça faisait plusieurs élections où il y avait une seule et unique liste et cette année, 3 listes qui se présentent. Une liste de la demi-maire sortante puisqu'on rappelle que Sylvie Comet était maire depuis quelques mois suite au décès de feu Denis Benoît qui a été un maire emblématique de la commune. Et qui repartait Sylvie Comet avec une partie de l'équipe sortante. Face à elle, on avait 2 autres listes. Une liste menée par Hélène Béchet, militante écologiste, qui a su monter
une liste avec un élu sortant, Sébastien Choupa, suite à une scission avec la liste de Comet, puisqu'ils ont travaillé ensemble pendant 6 mois sous les vœux initiaux de Denis Benoît de construire une pluralité dans la commune. Et puis, suite au décès de Denis, la reprise en main de Sylvie Comet, on est arrivé dans une situation où il a fallu il y a eu une scission et effectivement, Hélène Bécher a pris la tête de cette liste. Mais en décembre dernier, donc rappelons, et on en discutera peut-être, qu'il y a eu 3 mois de campagne pour cette liste qui s'est faite en dernière ligne droite et une dernière liste de monsieur Perdriol qui correspondait à une liste plutôt de gens qui se considéraient comme étant la liste des natifs de Oust, qui voulaient se combattre l'avancée de ces néos qui venaient avec toutes leurs bonnes idées et toutes leurs nouvelles manières de faire et qui venaient transformer leur village. Voilà. Et en quelques mots, les résultats. Effectivement, la liste de Comet, entre premier et second tour, les 3 listes se sont maintenues. Il y a une triangulaire. Ouais, triangulaire qui s'est maintenue au second tour, avec une victoire, mais sans majorité de Madame Comet, suivie par la liste de 30% de la liste Béchet et enfin la liste Perdriol. Donc, et une volonté de ne pas vouloir entre le premier et le second tour, il y a eu un contact entre la liste Béchet-Comet et il y a eu un refus de fusion et donc on est resté effectivement cette triangulaire jusqu'au bout et les chiffres du premier tour ont été confirmés au second tour. Excuse-nous, dis-nous combien d'habitants à Oust, combien de votants en gros 2700 habitants. Donc 3 listes pour 2700 habitants. Ouais, c'est ça, pour un peu moins de 2165 votants inscrits sur les listes électorales. Donc ça fait et des la écarts. participation, tu l'as peut-être dit Je l'ai pas dit, effectivement la participation était à plus de 65%. Donc très forte participation par rapport à toutes les autres élections précédentes. Ça a plus participé que le national déjà. Ça a vraiment emmené le village sur une question démocratique. Donc ça, je pense que c'était une vraie richesse par rapport à ce qui s'était vu. Il y avait des taux de participation autour plutôt de 40-42% sur les précédentes élections municipales à liste unique. Et donc il y a un vrai débat démocratique sur des points très importants du village, sur la question du pont, pour ceux qui connaissent la commune, sur l'usage des biens communaux, sur l'avenir d'un certain nombre de zones périurbaines, en tout cas de la commune à revitaliser. Donc on va voir ce qui va un peu se passer. Est-ce que tu peux rapidement nous donner les résultats de Saillant, Piégros et Mirabel? Je vais très très vite. Piégros, il y a eu une seule liste, donc c'est dans une continuité de ce qui existait avant. À Mirabel, effectivement, il y a aussi une seule liste et dans une continuité de ce qui existait avant, donc il n'y a pas grand chose de plus à en dire. Et à Saillant, il y a eu aussi un peu sur un schéma de Oust, 3 listes. Un peu répartis de la même manière, l'équipe sortante, une équipe plus citoyenne et une liste plutôt de gens issus des natifs, comme ils se définissent eux-mêmes. Là, la spécificité, c'est que à la fin du premier tour, c'était la liste citoyenne, donc pas l'équipe sortante qui était en tête. Et il y a eu un basculement au second tour avec une liste la liste des natifs qui n'a pas continué. Donc il y a eu juste 2 listes au second tour et la liste donc c'est l'équipe sortante qui n'est pas reconduite au second tour. Je me suis mal exprimé. Et je suis trompé, excusez-moi. Et donc effectivement, il y avait la liste des natifs face à la liste citoyenne et c'est la liste des natifs qui a gagné, mais qui a, contrairement à Oust, su tendre la main dès le soir du second tour pour construire quelque chose de commun sur une commune, pour répondre à ta question qui est un petit peu plus petite celle que d'Oust, mais où effectivement la question de l'ambiance du village, et on se croise tous les jours à la boulangerie, rentre pleinement dans la liste de se dire attends, on part pour 7 ans de travail en commun. C'est quand même con de se construire un schéma d'opposition radicale, forte, avec tout ce qui s'est passé. Voilà un petit peu sur ce qui s'est passé sur cette partie de la vallée. Nickel. Et on continue, on parle de Die ou pas? On va s'arrêter là, on va passer à Dieulefit, si ça te dit, Raphaël. Ouais. Vas-y, parle-nous de Dieulefit. Alors Dieulefit, après 40 ans à gauche, Dieulefit est passé à droite. Après un mandat d'une liste citoyenne de gauche qui faisait partie de la vague un peu municipaliste, citoyenniste des dernières élections en 2020. Et c'est un triste constat de voir qu'il y a une grosse mobilisation de la droite pour les dégager.
Donc un vrai vote dégagiste des classes populaires. Voilà. Alors moi, je connais Diolfi, j'y travaille. Et je me suis documentée auprès de Nathalie Blin et Pierre Fortin, qui sont 2 personnes qui étaient sur la liste et qui ont rédigé des tribunes, qui ont ressenti le besoin d'écrire chacun une tribune dans Mediapart et dans Le Monde pour un peu décrypter ce qui s'est passé et comment une ville de gauche peut lamentablement passer à droite comme ça après un mandat de demi-citoyenne. Donc le maire sortant était Christian Bussa, qui était le suppléant de Marie Pochon aux législatives. Exactement. En 2022-2024. Voilà. Ouais. Et là, du coup, la liste qui a remporté les élections, elle est menée par Patrice Benoît, qui est un chef d'entreprise local. Voilà, petite bourgeoisie de droite locale, bien implantée dans la vie économique du coin, voilà, patron d'usine, union des commerçants, voilà, donc des réseaux locaux assez implantés. Et ce qui semble s'être passé, c'est vraiment la volonté de dégager des néos qui sont hors sol, qui semblent méprisants, qui semblent éloignés des réalités des gens. C'était ça leur programme ? Pour gagner ? Alors, le programme, c'est pas forcément ça, mais les gens qui ont voté expliquent leur mobilisation comme ça. Il y a eu un taux de participation de 80%, donc c'est énorme. Et clairement les classes populaires qui ne votaient pas avant, qui sont allées voter pour dégager une gauche hors sol, où il y a vraiment eu un clivage qui s'est installé en fait à l'issue de ce mandat, avec notamment la suppression du rallye du Picodon, au nom d'une écologie, voilà, donc anti-voiture, suppression des places de stationnement, enfin en tout cas réflexion sur le stationnement. Ils ont touché un symbole. Et ils ont touché surtout un symbole fort au nom de l'écologie, et alors que bon bah voilà, hein, c'est pas ça qui va changer le bilan carbone de la région, de supprimer le rallye du Picodon. Est-ce qu'ils avaient créé des logements sociaux ? Est-ce qu'ils avaient amélioré les écoles ? Alors ils ont un bilan béton. Ils ont un bilan béton. C'est ça en plus qui est assez marquant, c'est qu'ils ont été hyper dynamiques. Ils ont créé une nouvelle école, ils ont créé une convention citoyenne pour attribuer des subventions aux associations. Enfin voilà, ils sont arrivés vraiment avec des nouvelles pratiques démocratiques, mais avec des codes qui sont pas... Enfin, déjà, il y a la question des codes, et puis il y a la question enfin, voilà, la suppression du rallye du Picodon et le fait qu'ils ont été vraiment repérés dans beaucoup d'événements culturels du coin, mais pas dans les événements sportifs, les fêtes de quartier, les fêtes des commerçants, c'est-à-dire les fêtes populaires. Le tissu pas d'élus dans les fêtes populaires, plein d'élus dans les fêtes culturelles, et il y a eu vraiment ce fossé qui s'est creusé et qui a nourri cette perception de il y a eux et il y a nous, et du coup c'est un vote dégagiste clairement. Supprimer les rallyes oui, mais supprimer Picodon non. Bah voilà, par exemple, très belle conclusion. Un super slogan. Et est-ce que tu peux nous parler de Montpellier sans transition ? Montpellier, on sort de la Drôme, mais alors on est une émission nationale bientôt, nous. Montpellier, on sort de la Drôme. Alors Montpellier, ce qui est différent déjà, abstention 54%, donc une forte abstention. C'est-à-dire que moins d'une personne sur 2 a voté. Enfin, voilà, c'est quand même notable. Je sais plus. Le premier tour, il y a dû y avoir plus de participation parce que. J'ai pas je sais pas, j'ai pas ce détail. Et donc c'est le maire PS sortant qui a été réélu, Michael Delafosse, dans une triangulaire avec en deuxième position une liste LFI d'Union des gauches, avec aussi des écologistes, avec aussi à Montpellier il y a un mouvement citoyen, donc avec aussi 30% de place pour ce mouvement citoyen, enfin c'est cette liste citoyenne. C'était Cause commune. Ah ok. Et en troisième position dans cette triangulaire, Altrad. Encore lui, notre cher ami milliardaire, qui s'est représenté, donc il s'était déjà présenté aux dernières élections, il s'est représenté ici aussi. Voilà, avec donc la liste Montpellier, notre fierté. Voilà. Donc les votants, 46%, au deuxième tour. Et donc on est à un deuxième tour avec à peine plus de 50% pour le PS, et ensuite 25-25. Pas tout à fait, les écolos sont encore une fois divisés. Oui, mais pas officiellement. Le parti a dit vous allez avec le PS. Et il y a eu des dissidents qui sont partis avec la liste LFI de Oziol. Exactement. Voilà. Et aussi une liste écolo qui, elle, a même pas dépassé 5% et qui a fait un appel sur Twitter, une campagne pour rembourser
rembourser les frais de campagne tellement il peut même pas se faire rembourser. Donc c'est le candidat historique ELV. Bref, donc encore des divisions. Donc il y avait 75%, au final 75% des exprimés au second tour pour la gauche, quoi. À Montpellier quand même. Parce que tu me dis 50% plus 25. Oui, complètement. Alors Montpellier, c'est une ville de gauche. De toute façon, quand même assez hallucinant, quoi. C'est la ville qui fait le meilleur score pour Mélenchon au présidentiel en France. Enfin voilà, c'est une ville de gauche. Mais ce qui est intéressant à Montpellier, c'est cette opposition de gauche anti-PS qui a eu un peu du mal à percer là. Et ça s'explique pour plusieurs raisons. Parce que notamment la candidate qui est la députée LFI de Montpellier, Nathalie Oziol, n'a pas vraiment su mobiliser les quartiers populaires, alors que historiquement, quand on regarde les votes, c'est des réserves de voix pour LFI. Les quartiers populaires, c'est vraiment là où LFI fait des bons scores, contrairement aux centres-villes un peu plus bourgeois qui font plutôt des scores PS. Et là, quand on regarde les quartiers populaires, ça a été vraiment gros vote Altrad. Altrad, voilà, notre ami milliardaire, mais qui a tout un récit sur je suis issu de l'immigration et je me suis fait je suis devenu riche, je suis issu de l'immigration, je suis devenu riche, ça parle. Et il a vraiment su gagner les voix dans les quartiers populaires, là où Nathalie Oziol avait peu d'arguments, une campagne assez hors sol, qui vient vraiment du national avec ça n'a pas vraiment su mobiliser. Il y a eu pas mal. L'abstention dans les quartiers populaires est significative et va plutôt se diriger vers Altrad. Donc du coup, LFI n'a pas su faire un meilleur score que ça et le PS a pu se renouveler. Avec peut-être un bilan qui a été reconnu. Sans trop de difficultés, avec la main sur la communication municipale. Donc, pas trop de soucis pour raconter ce récit. Il y a la gratuité des trams aussi qui est passée avant les élections. Ouais. Qui a joué peut-être. Oui et non, parce que le service s'est dégradé justement en périphérie sur tout le réseau secondaire. Pour payer la gratuité, il y a eu moins de passages. C'est un des gros sujets de l'opposition à Montpellier, c'est la gratuité, mais la gratuité qui sert toujours les mêmes. Ouais, mais pas le service minimum, quoi. Et pas les quartiers justement en périphérie. Bon. On va passer, on est déjà à presque à la moitié de cette émission. Je vous propose de passer une petite musique pour se détendre. Donc c'est notre auditeur invité ce soir en studio qui l'a choisi. On passe une chanson qu'on aime beaucoup aussi, Altingen, Supergesi Okandan. Pardon pour le turc. Donc c'est un groupe turc, mais basé avec des Hollandais dedans. On écoute ces chansons et merci à Samuel de nous avoir proposé cette chanson. On va pas l'écouter en entier parce qu'elle est un peu longue, donc voilà. Allez, on y va.
şaşırttın beni, aşka düşürdün beni, aşk adamı ağlatır, dert adamı söyletir. Radio Papote, les 2e et 4e vendredis du mois sur Radio Sans Fait, 94.2. Allez, on enchaîne, Radio Papote, on est le 27 mars, on est sur 94.2 FM, comme on l'a dit. Antoine, à ton tour. Ouais, côté sous, sous sans mauvais jeu de mots, mais pour info, il n'y a que moi qui bois pas de bière dans le studio, mais bon, ça c'était un petit aparté. Pardon, j'ai oublié pour les auditeurs qui nous rejoignent, on est en train de faire un bilan des élections municipales 2026 et on a parlé de plein de villes et maintenant on passe à Sous. Alors je vais parler de Sous et de Montélimar, donc à Sous, je vais passer rapidement, il n'y avait qu'une seule liste, c'est Olivier Desbos qui a élu directement. À noter malgré ça, la très très bonne participation, donc 63%, malgré le peu d'enjeux. Ça vaut toujours beaucoup à Sous. Très marrant. C'est moins que la moyenne nationale, qui établit un nouveau record à 43% de vote, donc hors Covid, d'abstention, contre 37% en 2014. Surtout quand il n'y a qu'une liste. Oui, mais c'est assez impressionnant quand même pour une liste d'être mobilisée comme ça. Tellement. Et à Montélimar, qu'est-ce qui s'est passé à Montélimar ? Alors j'ai téléphoné à quelqu'un, donc j'ai eu quelques insides de gens de la liste, donc j'ai pas le son pour le téléphone. On peut faire le téléphone. Allô ? 3 listes de gauche. Allô, Antoine ? Allô, salut. Tu veux les infos de Montélimar ? Montélimar, c'est pas gentil ça. Non, c'est pas gentil du tout. Dédicace à Radio Micheline. 3 listes de gauche. Le RN, il y avait une peur donc qui passe à côté à cause de l'épisode Lise Paulet sur la circonscription. Qui est donc Lise Paulet, c'est la députée de la circonscription. RN. Vous allez m'aider. Anti-IVG. Pour l'anecdote, Marine Le Pen est venue... Mirabel, pas sur la circonscription. Toujours plus. Voilà. Pour une autre anecdote, donc Marine Le Pen est venue soutenir la candidature RN donc de Bourg-Saint-Andéol. Elle n'est pas venue à Montélimar, donc elle ne s'est pas déplacée. Est-ce que c'est un signe que c'était un peu plié pour le Rassemblement national ? Donc le jour du vote, il y avait beaucoup de monde pour voter, donc une peur un peu exacerbée que le RN passe. Mais non, le maire sortant Julien Cornier l'emporte dès le dimanche 15 mars au soir avec sa liste d'hiver droite. Ouais, j'allais dire c'est qui ce gars ? Voilà, avec plus de 50% des suffrages exprimés. Donc il devance d'assez loin le deuxième, David Mas, qui menait la liste soutenue par le Rassemblement national et qui a obtenu 22,21% précisément. Bon, voilà, bienvenue dans la vallée du Rhône. Ça fait quand même 5 sièges pour le RN, qui peut remercier les abstentionnistes qui étaient 48%. Donc voilà, la barre des 50% est très proche. C'est ce qui a été dit tout à l'heure par Raphaël. Voilà, il y a un votant sur 2 quelque part. Donc Julien, il est élu qu'avec qu'un quart des électeurs. Il a fait globalement un bon boulot. C'est quelqu'un qui a rassemblé dans sa liste des gens qui ont été choisis pour leurs compétences plus que pour leur couleur politique. Donc ça augure plutôt de bonnes choses, que ce soit un critère qui a été très mis en avant. La liste RN, donc les personnes n'avaient pas forcément écrit leur métier dans leur liste. On ne savait pas forcément qui c'était. C'est les seuls qui ont fait ça à Montélimar. Et puis, voilà, ce qui se dit, c'est que Lise Paulet n'est pas forcément venue les soutenir. Elle intervient assez peu en fait, dans la vie politique. Elle est même
ce qui se dit, c'est qu'elle est même plus invitée nulle part, parce qu'elle ne sait pas forcément de quoi elle parle, donc elle est un peu évitée sur les débats. Voilà ce qui se dit du côté de Montélimar. Voilà pour le petit point. Et nos camarades et les filles, ils ont fait quoi? Ils n'ont pas fait un gros score, je crois. Ils se sont présentés seuls, mais... Ils n'ont qu'un seul siège, je crois, qu'ils ont récupéré. On va passer à Patricia Valence. Alors, si vous espérez une surprise du côté de Valence, il va falloir patienter encore 6 ans. Nicolas d'Aragon, candidat Les Républicains, est réélu dès le premier tour avec 58% des suffrages exprimés. Son principal opposant, Paul Christoffel, de l'Union du PS et des écologistes, est perçu comme trop à gauche dans cette campagne, a eu du mal à convaincre l'électorat centriste, mobilisant 18% des suffrages, donc une perte sèche, mais c'est un score honnête pour la gauche à Valence, ça reste quand même une défaite. Le candidat à la France Insoumise, Stéphane Magnin, arrive à 12%, et le RN, Philippe Dosreis, plafonne à moins de 7%, mais celui-là, m'indique-t-on dans mon oreillette, a été viré du RN suite au déboire avec son assistant parlementaire néo-nazi. Et avec lequel il a eu des disputes publiques en public, et donc il a été sanctionné. Je sais même pas s'il siège au conseil municipal. Peut-être t'avais des infos toi, Samuel? Non, il y est plus. Il est plus au conseil municipal, voilà. Petite anecdote révélatrice donc, je vous parlais de ça, le Rassemblement national l'a viré. Donc la liste RN se prend les pieds dans le tapis, comme on a dit, et puis chute avec un score faible. À l'inverse de cette image de force électorale très dominante qu'on a entendue dans les médias, avec cette peur dont tu as parlé à Montélimar que le RN passe où ils font 22%, avec cette peur que dans des grandes villes aussi comme Valence, le RN perce, ils font que 7%. Donc il y a eu quand même dans certains endroits un déséquilibre, pour pas nier la force du RN, mais quand même. Romain, tu peux nous dire si tu as encore des infos sur Valence que j'ai pas dites à l'antenne? Non, ce qui est assez intéressant sur Valence, moi j'ai en tout cas noté, c'est en fait il y a eu une énorme, comme tu l'as souligné, il y a eu l'abstention a énormément baissé entre les deux années, entre 2020 et ces élections-là. Et en fait, ça a énormément profité parce que sur le principe, il fait le même score que en pourcentage d'Aragon, mais en fait, ça représente pour lui un gain de plus de 5000 voix. Ah. Donc en fait l'abstention a globalement, l'abstention en tout cas les votants se sont globalement reportés sur d'Aragon, ce qui est intéressant puisqu'en fait en face les forces de gauche qui sont dans un sens cette fois étaient dans l'inverse l'autre fois, donc en fait ils représentent à peu près il y a exactement les mêmes poids dans les deux conseils municipaux, le précédent et l'actuel. En nombre de sièges. En nombre de sièges, mais en fait il y a eu aucun gain sur la gauche et en fait c'est d'Aragon qui a capté donc un nombre de voix, se dire que cette Valence qui a fui à gauche, est-ce qu'il y a un espoir un jour de revenir à gauche? C'est une question qu'on pourrait se poser collectivement. Et oui. Moi, pour continuer mon tour d'horizon, Alex, lors de ces élections, la liste citoyenne a recueilli moins de la moitié des votes, lui permettant d'obtenir que 5 sièges au conseil municipal, malgré avec la victoire du maire sortant. Les conseillers municipaux qui ont été élus ont quand même salué la dynamique démocratique créée. Je pense qu'ils ont gardé leur collectif. Ils veulent que cette liste Alex 26 continue un vrai travail au cours de ce mandat pour garder leur cohésion de groupe et puis être présent. En tout cas, suite aux élections, un communiqué est sorti publiquement d'Alex 26, cette liste qui est arrivée en second, qui a dénoncé un climat de campagne délétère, marqué par des attaques personnelles et de la diffusion de fausses informations de la part de l'équipe adverse. À Cray, la bascule à gauche, c'est historique. Donc, on a eu vraiment un événement à Cray. Plutôt que de dire sans regret, j'ai envie de rajouter presque sans aucun regret. Car il y en a bien un. Celui d'avoir vu s'installer au fil du temps une politisation croissante de la vie locale, à Cray comme ailleurs. Cette politisation, importée de grandes villes, dans une commune comme la nôtre, conduit parfois à une hétérogénéité des positions et des intentions, au détriment de ce qui devrait faire concorde. Nos murs portent les stigmates des gondes qui s'additionnent, légitimes ou non, véhiculés par les mouvements militants ou politiques. Exemple, soulèvement de la terre, extinction rébellion, France insoumise, anarchiste. Les effets sont dommageables. Être d'un camp ou d'un autre empêche.
On écoutait un extrait d'un long communiqué de Madame Karcher qui a perdu les élections à Cray, annonçant son retrait du conseil municipal après sa défaite, regrettant que les gens s'intéressent et se fassent de la politique. Et le bon vieux temps où le clivage installé par son mentor Mariton représentait l'équilibre sain de la société, contrairement aux fauteurs de troubles militants de gauche. Bon, maintenant on va respirer un peu à Cray et laisser enfin tout le monde s'exprimer. Et les anciens classiques du pouvoir vont devoir écouter un peu la diversité des opinions qui existent à Cray depuis longtemps, même s'ils en ont une peur panique, comme vous avez écouté dans cet extrait du conseil municipal d'installation du dimanche 23 mars. C'est sur YouTube, c'est disponible sur le YouTube de la mairie de Cray. Donc voilà, ce résultat mérite qu'on s'y attarde. C'est la fin d'une ère à Cray. Après 29 ans de mandat, Hervé Mariton avait passé la main à sa première adjointe Karcher en cours de mandat. Cette dernière arrive en deuxième. Derrière la candidate d'Hiver Gauche, la liste était d'Hiver Gauche, Athénaïs Quidri, donc est élue dès le premier tour. Les chiffres sont nets. La liste avec, Agir et Vivre Ensemble à Cray, AVEC, menée par Athénaïs Quidri du PS, remporte 51,05% des suffrages, donc 23 sièges sur 29, avec un taux de participation de 66%. 66,7% au second tour. Donc Cray, c'est une ville qui était historiquement de gauche dans les années 70-80, était tenue par la droite depuis 3 décennies, 30 ans. Ce basculement dans un contexte de forte participation locale est clairement un signal politique fort dans la Drôme rurale et semi-urbaine, on va dire. C'est le succès d'une démarche de liste unique à gauche. Il n'y avait qu'une liste à gauche, il y avait par contre 3 listes au second tour. C'était une triangulaire gauche, centre, droit, quoi. Donc cette liste a mis au placard les logos, mais quand même avec des membres de cette liste qui sont quand même des nouveaux, des élus, des gens qui ont des appartenances politiques claires, PS et écologistes. La maire est responsable du Parti socialiste de la Drôme, et puis on retrouve en élu en bas de liste la députée la députée écologiste Marie Pochon quand même. Donc oui, elle a été élue. Ouais, elle n'est pas de liste, elle a été élue. Ouais. Oui. Donc, soi-disant une grande surprise, mais. Oui, donc c'était oups, on n'avait pas bien calculé, à 51%, elle passe. Elle voulait pas être élue avant, normalement, a priori. Donc, pour conclure, on a très peu de temps pour débattre, je suis désolé, mais comme toujours, durant ces élections, on peut juger par les actes les acteurs politiques, on peut aussi voir les blocs populaires, qu'est-ce qu'ils font comme choix de vote ou d'abstention. Moi, j'ai mon avis personnel, mais pour aller rapidement, les chroniqueuses de Radio Papote, qu'est-ce que vous en tirez, vous, de ces élections à froid ? On se donne un petit tour de parole pour voir un peu ce que vous en avez tiré, vous, de cette séquence. Qui veut commencer ? Moi, je veux bien. Je veux bien parce que j'ai envie de relayer du coup ces tribunes-là de ces personnes de listes citoyennes de gauche qui ont été du coup bien mis dehors par une forte mobilisation à droite à Dieulefit. Et leur tribune, en gros, les 2 tribunes, elles s'intitulent Gauche rurale, réveillez-vous, parce que elles font vraiment appel à l'écologie populaire pour faire face à ce clivage entre néo et locaux. Qui a un vrai clivage ici. Même dans les listes, les autres listes dont on a parlé, on voit qu'il y a vraiment des listes qui représentent les néos, des listes qui représentent les ruraux. À Cray, je vois pas de quoi tu parles, franchement. Non, moi non plus. Et comment ça peut faire perdre la gauche, ce positionnement. Donc gauche rurale, réveillez-vous et allez dans les associations sportives, allez dans les associations de quartier. Et mêlez-vous à la vie locale et arrêtez de créer un monde parallèle. C'est ça le message qui est porté et je trouve que c'est important de le relayer. Oui, c'est intéressant. Cette analyse est intéressante, surtout sur une commune comme Dieulefit ou comme Die, où effectivement la gauche était au pouvoir, a pu mettre en place un certain nombre de choses et se retrouve dehors sur, j'ai envie de dire, des faits marquants qui cristallisent beaucoup de choses, quoi. Que ça a été le rallye du Picodon à Dieulefit, ou que ça a été l'hôpital à Die. Finalement, ça ont été 2 choses qui ont cristallisé énormément de choses et un rejet global. Je pense que moi, ce que j'en ai retenu aussi, c'est que finalement,
vraiment, on nous a toujours bassiné avec les municipales ne sont pas le lien avec le contexte national, et j'ai quand même vraiment le sentiment qu'il y a eu tellement de bashing national sur les questions de gauche qu'on a prêté aussi énormément de suppositions de ce que ça pouvait être, de ces élus de gauche qui ont tissé du lien, ont été en mandat pendant X années, donc ont vraiment été présents sur le terrain, et à qui on a considéré qu'ils allaient transformer, voilà. Et donc je crois que vraiment, moi ce que j'en retiens, c'est le fait que finalement la politique nationale s'est bien intégrée dans les la politique nationale. Ouais, la politique j'ai entendu nationale. La police nationale c'est bien intégrée dans les élections. Ouais, ça c'est autre chose, mais on en parlera effectivement de la question de la politique nationale. Voilà. On va peut-être passer à la suite. Radio Papote, les 2e et 4e vendredis du mois sur Radio Sans Fait, 94.2. Pour finir, Antoine, je crois que tu nous avais préparé une petite chronique avant les élections qui, on n'a pas pu la placer cette fois-ci. Enfin, on la place en version 2 révisée, qui se trouve, cette petite chronique qui se trouve très à propos aujourd'hui. Ouais, version de la maturité, version 2, j'espère. Bon, je voulais simplement revenir sur la page 4 du Crétois du 6 février 2026. Vous vous en souvenez tous. Il y a eu un article titré « La liste Cré au cœur fait haro sur avec », donc avec majuscule pour désigner le collectif. Bon, c'est un résumé de cette réunion d'information, de la liste Cré au cœur, et surtout réunion d'information dans laquelle il y a eu des attaques directes vers la liste citoyenne du collectif avec. Il y en a eu plusieurs, mais celle qui va nous intéresser ici, c'est la suivante. Donc Jean-Marc, je cite ce qui est écrit dans l'article, Jean-Marc Matras, conseiller municipal actuel, s'est dit inquiet devant les récentes et nombreuses inscriptions sur les listes électorales, imputé à déclarer l'élu à des crétois éphémères. Donc ouvrez les guillemets, crétois éphémères, fermez les guillemets. Expression que vous avez sûrement déjà entendue depuis cette chronique, parce qu'elle a fait beaucoup parler au village, dans Cré. Donc moi je remercie vivement le crétois, sans qui j'aurais eu que la rumeur et pas le contexte et les événements concrets qui ont eu lieu lors de cette réunion. Je précise également tout de suite que ce phare dans la nuit, donc le crétois, comme on le dit parfois, dans sa grande neutralité, et pour ceux qui n'ont pas suivi la dernière émission qu'on avait faite consacrée à la sur le journal à la presse locale, voilà, il est encore temps de l'écouter, a relayé en fin de ce même numéro un témoignage de plusieurs crétois présents à cette réunion qui se sont levés et se sont partis directement suite à cette... donc c'est la énième saillie de cette réunion. Donc moi, je trouve que cette remarque, elle pose plusieurs problèmes. Donc je vous ai fait une petite liste. Le premier problème qu'elle pose, c'est qu'elle est, à mon sens, antidémocratique. C'est-à-dire que moi, je ne sais pas ce qu'il faut à Jean-Marc Matras pour ne pas être un crétois éphémère. Est-ce qu'il faut habiter dans le coin depuis 3 ans, 5 ans, avoir fait comme lui le lycée professionnel de Valence. Donc moi, je suis un drômois crétois éphémère. Ça fait seulement 10 ans que j'habite dans la région. Alors, il y aurait donc 2 catégories, les vrais crétois, installés, on imagine, depuis au moins 20 générations, qui ont le droit de vote, et les autres, qui au fond ne devraient pas l'avoir. Ça porte un nom, ça, c'est au minimum de la discrimination. Alors ça pose un deuxième problème, c'est antidémocratique au sens légal. La loi sur ce point, elle est très claire, elle est plutôt simple. Elle prévoit qu'on avait jusqu'au 6 février pour s'inscrire sur les listes en fournissant les bons justificatifs. Si cela pose problème à la liste Cré au cœur, ils pouvaient faire changer la loi, mais visiblement ça faisait 30 ans qu'ils étaient là et que personne n'avait entendu dire qu'ils avaient commencé le début d'un semblant d'action pour faire changer ça. Donc pour moi, ils avaient un peu eu le temps d'y penser. Le troisième souci de cette remarque des crétois éphémères, c'est que c'est en contradiction directe avec le discours de cette liste, qui avait expliqué depuis le début de sa campagne, à grand renfort de déclarations, d'éditos dans le trimestriel de la commune, être au service de tous les administrés pour rassembler sans discrimination. Et puis le quatrième souci, cette remarque, elle est dans le déni du réel. Il a, semble-t-il, échappé à la liste Cré au cœur que le taux d'abstention municipale de 2020 était de 37,56%. Donc voir de nouvelles inscriptions à l'approche des élections municipales, ça devrait être accueilli comme une excellente nouvelle pour le dynamisme des débats et l'intérêt que les Crétois portent à la politique locale. Et spoiler, l'abstention de 2026 est en recul de 3,2 points. Donc les points, c'est comme des pourcents, mais ça fait plus classe, plus France Inter, vous voyez. Alors, cinquième souci, et dernier, cette remarque, elle nie la réalité démographique et du solde migratoire de la région. Les gens continuent d'affluer dans notre belle région, ça fait 30 ans que ça dure, que la liste Cré au cœur le veuille ou non, et il y a un enjeu à accueillir décemment tous ces gens, augmenter, redéployer l'offre de logement, on en a déjà parlé, adapter les services publics et les infrastructures. On est dans une région dynamique, profitons-en.
Et moi, je voulais remercier le Crétois qui a couvert ça. Le journal ? Le journal, oui. Merci, car c'est tout à fait significatif. Le Crétois relaie également une relative faiblesse de la liste. Le programme de cette liste a été très très peu abordé lors de cette réunion présumée d'information, au-delà des rappels utiles que la dette de la commune est sous contrôle et que, entre guillemets, le quartier de la gare est métamorphosé et prêt à monter à 50 degrés lors des prochaines canicules tellement il a été minéralisé. Ensuite, force est de constater que la couverture de la campagne jusqu'à maintenant a manqué un peu de fond et d'analyse. Assez peu d'articles de fond sur les programmes comparés, ou matinée avec un peu des apports théoriques qui nous aideraient à voir un peu les convictions qui se cachent sous les discours. Mais pendant ce temps-là, chez nos amis de Mins et dans le Trièves, l'ancienne préfète Josiane Chevalier a été élue sans même présenter de programme, tracté, ni même être très présente sur le terrain, juste avec son passé et son étiquette d'ancienne préfète. Donc peut-être qu'elle fera très bien le boulot ou pas. Et donc finalement, pour conclure, quelque part, moi je pense qu'on peut dire un grand merci à Jean-Marc qui dit tout haut ce que certains membres de la liste Créo Cœur pensaient tout bas, tout en prétendant le contraire, bien sûr. Je sais que être conseil municipal, c'est pas facile. On se fait prendre à partie, et peut-être, moi, j'en sais rien. Peut-être que Jean-Marc, il a fait un très très bon boulot pendant ses mandatures, j'ai pas de souci. Mais en vrai, cette remarque à la con, je pense qu'il aurait pu se la garder. Et en même temps, il aura moins à s'en faire, et ils auront plus de temps libre maintenant, et il n'aura plus de responsabilité au sein de la commune. Voilà. Fujitsu-san, Kanishiwa. McFly, j'ai intercepté le message scanner que vous venez d'interfacer. Vous êtes éliminé. Éliminé? Oh non, non, c'était pas ma faute, monsieur Senidols. C'est lui qui est derrière tout ça. Collaboré. Non, au contraire, j'ai fait ça pour le piéger. Je voulais le faire tomber dans le panneau, je pensais... Mon fax. Non, s'il vous plaît, non, vous pouvez pas Vous me êtes virer. viré. Je suis viré. Vous êtes viré. Ah! Vous êtes viré. Vous êtes viré. Vous êtes viré. Radio Papote, les 2e et 4e vendredis du mois sur Radio Sans Fait, 94.2. Et il est 21h56, on arrive bientôt à la fin de Radio Papote. Cette émission a été riche et on a eu beaucoup d'informations. En tout cas, peut-être que on a le dernier mot de la fin, on a le temps encore de dire le dernier mot de la fin, peut-être une dernière réflexion pour ceux qui ont envie de sortir quelque chose là, qui leur prend la gorge, le ventre, boule au ventre, d'avoir pas dit quelque chose d'important. Moi, comme souvent, non, mais enfin, je sais pas si ça va peut-être répéter ce qu'on a déjà dit, mais du coup, les Crétois éphémères, c'est le même sujet et c'est un sujet qui est vraiment important chez nous, ce truc de néo et de locaux et comment c'est instrumentalisé à des fins politiques. Ouais, mais en même temps, tu vois... juste ce que je voulais dire à ce sujet, c'est qu'on a une responsabilité là-dedans, que la gauche a une responsabilité là-dedans, et qu'on ne peut pas juste pointer du doigt les autres. C'est ça qui m'agace un peu dans le discours de gauche, c'est de dire c'est à cause de les natifs, c'est à cause de quoi. Ben non, il y a aussi une réalité qui est que... Non, il y a aussi le fait d'être très mal à l'aise avec les politiques identitaires. Enfin, c'est-à-dire que le débat public et plein de gens sont obsédés par les politiques de l'identité, quoi. Alors que ça nous permet juste de ne pas parler du fond et de ne pas parler du fait que, par exemple, la liste sortante de Stéphanie Karcher a fait une mauvaise campagne. Ils n'ont rien proposé de prenant, ça n'a pas convaincu les gens, et ils se sont contentés de réunions catastrophiques à faire de la politique identitaire, enfin de politique de l'identité. Oui, là c'est instrumentalisé à des fins politiques. Mais voilà. Quand tu parles aux gens et que tu sors de l'entre-soi et que tu parles aux gens et qui se sentent vraiment en danger dans leur identité, dans le fait de perdre leurs habitudes, ben en fait c'est important d'entendre, c'est ça la gauche aussi, c'est entendre les préoccupations des gens. Oui, mais de penser que cet argument va être utile pour polariser encore plus le débat, moi je rejoins c'est grave. Enfin, je veux dire, utiliser la réunion publique pour sortir des punchlines comme évidemment. Ça, c'est grave. Moi, évidemment. Je suis désolé, je trouve ça grave. Et on parlait tout à l'heure du débat national qui s'invite. J'ai relayé Montélimar. Voilà, 5 sièges du RN. Enfin, 5 sièges du RN à Montélimar. Donc oui, la politique nationale, à l'autre extrême de celui dont tu as parlé tout à l'heure. Romain, voilà, elle s'invite dans les élections municipales parce que on nous explique que c'est ça le débat de fond et qu'il est en partie hors sujet. Bien sûr. En fait.
Bien sûr, c'est comme les faux débats sur l'immigration, sur pas mal de choses. En fait, tu peux très bien répondre à ça, mais leur donner du gaz ou rentrer dans cette logique-là de la question de l'identité, de qui est d'ici, qui est pas d'ici, qui machin, qui ceci, qui cela. Quand t'es de gauche et que t'as des opinions, pour moi, tu perds, en fait. Donc, je sais pas trop comment répondre à ça, tu vois. À part dire, ok, respectons l'identité de chacun, il n'y a pas de problème. Mais maintenant, passons à autre chose, quoi. C'est-à-dire que moi, c'est mon idéal, ça serait ça, quoi. Moi, je pense qu'il faut vraiment remettre au cœur de nos préoccupations le vivre ensemble. Je crois qu'on a quand même, la gauche, elle a vraiment perdu quelque chose là-dessus, sur le vivre ensemble et sur les préoccupations des gens. Oui, parlons de propreté, parlons de sécurité. C'est pas que des sujets de droite, c'est aussi des gens, des sujets qui préoccupent les gens. Il faut que la gauche aille sur ce terrain-là. Et sur l'immigration, et sur tous ces sujets-là, en fait. Il faut arrêter de se pointer du doigt et de ne pas répondre à ces préoccupations, parce que du coup, ça continue. Robert, qui n'a pas dormi depuis 3 semaines. Ce que je voulais ajouter, c'est juste le fait de dire qu'il faut effectivement aussi arrêter d'importer nos façons de faire et prendre de haut. Je crois que dans cette élection, c'est ce que j'ai aussi beaucoup vu. C'est le côté de dire, nous, on est les sachants et on voit ce qu'il faut faire pour le bien de notre commune. Et c'est pas la bonne manière de faire. Moi, je repars en me disant que j'ai envie de relancer la fête du boudin et de la caillette dans ma commune et que j'ai envie d'aller rencontrer les gens qui ont ce savoir-faire ancestral et mieux comprendre comment avancer ensemble. Trop bien. Eh ben, c'est pas mal comme conclusion en tout cas. Merci pour cette proposition de fête du boudin et de la caillette. On va se quitter. Cette émission était riche. Merci Antoine, merci Raphaël et merci Robert et merci Samuel aussi d'être venu. On se retrouve dans 2 semaines, le 2e vendredi d'avril, le 10 avril, pour une émission un peu spéciale et assez rigolote de Radio Papote où on n'aura pas vraiment de thématique. Je vous laisse la surprise. On va faire un exercice de découverte de personnalités, de personnes qu'on connaît peut-être pas. En tout cas, je vous dis à bientôt. Merci d'avoir écouté cette émission et restez fidèles et suivez-nous sur YouTube et Instagram. Merci, à bientôt. Salut. À bientôt tout le monde. C'est Radio Papote, tous les 4e vendredis du mois, à 21h, en direct des studios de Radio Saint-Ferréol, 94.2 FM. Radio Papote, les 2e et 4e vendredis du mois, sur Radio Saint-Fé, 94.2.